La passion amoureuse est-elle une illusion? Alors bon, je sais, ça part un peu comme une sorte de TikTok pro-dépression, mais je t'assure que c'est super intéressant, c'est plutôt fun en plus, donc on va la traiter maintenant. Bon, premièrement, définissons un peu les termes. C'est quoi une illusion? Une illusion, faut comprendre que c'est une puissance de faux. En effet, c'est une puissance de faux étant donné que elle agit. Elle crée quelque chose de réel à notre perception, je précise, c'est à notre perception que c'est réel, voilà, à partir de quelque chose qui ne l'est pas, qui n'est pas réel, toujours à notre perception, faut bien le comprendre. De plus, l'illusion, eh bien, même si tu sais que c'est une illusion, tu es quand même soumis à elle. Je veux dire, tu vas dans n'importe quel musée qui présente des illusions d'optique, tu vas être soumis aux illusions, même si dans ta tête, tu sais que c'est faux. Et c'est donc pour ça d'ailleurs qu'on peut la distinguer de quoi? De l'erreur. Eh bien, pourquoi on peut la distinguer de l'erreur? Tout simplement parce que une erreur, ça peut être corrigé. Quand il y a quelque chose de faux, que tu connais la vérité, et que le fait de connaître la vérité te permet de voir la vérité et non toujours quelque chose de faux, c'est une erreur. Alors que quand ça ne peut pas être corrigé par ta perception en tout cas, là, c'est une illusion. Mais allons un peu plus loin. Si par exemple, je sais pas, je décide de pousser l'intensité de l'illusion au maximum, vraiment tu le pousses mais puissance max, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, nous sommes en présence de ce qu'on appelle un simulacre. Alors un simulacre, c'est quoi? Eh bien, un peintre de l'Antiquité nous l'a montré, il s'appelle Zeuxis. Alors Zeuxis, on ne sait pas si c'est vrai, mais l'histoire explique bien un peu ce concept, c'est que il avait un mur et il était en train de dessiner une fresque sur ce mur. Il dessinait des grappes de raisin très mûres, voilà, qui paraissaient très très bonnes, et de ce qu'on raconte, les oiseaux venaient en fait, tellement c'était réaliste que les oiseaux en fait se cassaient le bec sur le mur en essayant de manger le raisin, tout simplement. Et donc au final, ce qui distingue réellement en revanche, l'illusion du simulacre, ce n'est que l'intensité. Voilà, c'est un degré d'intensité. Alors qu'avec l'erreur, ce qui le distingue, c'est la capacité à être corrigé ou non. Bon, maintenant que les termes sont définis, on peut enfin se mettre à répondre à la question. La première chose à se demander, c'est on parle de quelle passion? C'est vrai, on pourrait parler de la passion de dessiner, la passion de faire de la musique, la passion amoureuse même. Et bien en fait dans cette vidéo je vais vous montrer que peu importe la passion, c'est globalement la même chose. Commençons par la passion amoureuse. C'est, selon moi, une passion qui est quand même assez forte, assez puissante. Elle n'est pas plus forte que les autres passions, elle est simplement différente. Mais en tout cas, dans la société, on la considère comme plus forte, donc on va dire qu'elle est plus puissante. Alors la passion amoureuse, surtout, enfin l'idée de passion en fait, elle a fait beaucoup de débats, surtout au XVIIe siècle. Alors au XVIIe siècle, va naître la tragédie classique. Et pourquoi elle va naître? Eh bien, cette tragédie classique est un style, est un genre théâtral qui va viser à vider le spectateur de ses passions. En fait, on considérait avant que les passions étaient mauvaises, elles étaient délétères à la personne. On peut prendre l'exemple, par exemple, de l'histoire de Phèdre, de Racine. Voilà, Phèdre, voilà, l'histoire de Phèdre est évidemment inspirée grandement de la mythologie avec voilà, l'Antiquité, etc., etc. L'histoire est plutôt simple. Phèdre s'est mis avec Thésée, Thésée qui a un fils. Ok. Alors évidemment, ça vient de l'Antiquité, donc devinez quoi? Eh ben, elle tombe amoureuse de son beau-fils. Alors on dirait vraiment ce genre de théâtre, c'est toujours la même chose. Ils tombent toujours avec consanguinité à fond. Je sais pas c'est quoi leur délire, bref. En tout cas, elle tombe amoureuse de son beau-fils, et son beau-fils, donc Hippolyte, qui, heureusement, est juste normal, ne montre aucune réciprocité. Il la recale, voilà, on va faire super simple, il la recale. Alors, évidemment, elle est couverte de honte, voilà, elle est couverte de honte parce que non seulement elle est tombée amoureuse de son beau-fils, alors qu'elle est en couple avec, du coup, Thésée, mais en plus de ça, elle s'est faite rejeter, quoi, elle s'est faite, enfin, pas rejeter, mais en tout cas, il n'y a pas d'amour réciproque. C'est ça le truc. Et donc quand Thésée revient, elle se sent anéantie en fait, elle est anéantie, pour elle tout est perdu. Et elle décide de faire quelque chose, elle va dire à Thésée que Hippolyte a tenté de la séduire.
Oui, bon, c'est pas la meilleure des personnes. Je t'avoue, je l'aime pas trop, moi, Phèdre. Mais, attention, Thésée va maudire son fils. Et attention, hein, maudire, c'est pas dire « je te maudis ». Non, non, c'est violent, ça a des répercussions. Hein, voilà, c'est-à-dire que Hippolyte meurt, en fait. Voilà, et il le chasse de chez lui, d'ailleurs. Hein. Thésée chasse son fils de chez lui. Et ensuite, eh bien, devinez quoi? Phèdre, par tristesse, en fait, elle est tellement anéantie qu'elle va tout avouer à Thésée. Et elle va s'empoisonner. Voilà, donc bon, je t'avoue que ça donne pas vraiment envie d'être amoureux, ça je t'avoue, hein, voilà. Mais malgré tout, dans cette tragédie classique, et plus précisément dans cette histoire, il y a quand même quelque chose qui se rapproche énormément de l'amour. Ne t'inquiète pas, il y en a qu'une, hein, voilà. Tu ne vas pas te suicider à chaque fois que tu vas tomber amoureux, ne t'inquiète pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amour et la passion amoureuse nous éloignent de la rationalité. Et justement, cet éloignement de la rationalité, elle est caractérisée par, dans l'amour en tout cas, l'extraordinaire. C'est vrai, quand on est amoureux, on passe d'un ordinaire, d'une vie quotidienne qui oscille donc entre tranquillité et ennui. C'est d'ailleurs très bien décrit dans le livre de Francesco Alberoni, voilà, je cherchais le nom, de Francesco Alberoni, Le choc amoureux, donc qui oscille entre tranquillité et ennui. Et on passe de cet état à un état d'extraordinaire, où la vie oscille finalement entre extase et souffrance. La souffrance qui est due à la peur de perdre justement cette extase, ce royaume qui se crée. Et donc au final, peut-on parler d'une passion sans illusion quand grâce à cette passion, on passe d'un quotidien qu'on appelle aujourd'hui la réalité, à quelque chose de tout à fait différent qui est comme un monde créé à part. Quand deux personnes sont réellement amoureuses, elles vivent leur amour dans un monde qui est à part à la société. Elles ne vivent pas leur amour dans le quotidien. Eh bien moi je vous le dis, une passion ne peut pas être sans illusion. Et d'ailleurs, on va même parler de quelque chose. Imaginons la passion de dessiner. Quelque chose de tout à fait différent et qui en plus dans la société est jugée comme moins puissante. Je ne suis pas d'accord, hein. Selon moi elles sont simplement différentes, mais en tout cas c'est une passion qui est beaucoup plus commune. Ça il faut le dire, c'est vrai. La passion de dessiner, de faire de la guitare, de j'en sais rien, de faire des choses en fait, des activités, elle arrive beaucoup plus facilement qu'une passion amoureuse. Hein, voilà, être amoureux c'est très rare. Donc quand on est passionné par ce qu'on fait, imaginons le dessin, on entre très souvent, voilà, et d'ailleurs c'est un état que cherchent énormément par exemple les sportifs, dans leur passion qui est le sport, c'est l'état de flow. L'état de flow, c'est quand on est passionné par quelque chose, que on est très fort quand même dans cette chose, on a un certain niveau, et qu'on est face à un défi qui est ni trop dur, ni trop facile. Et dans cet état, on ne voit plus le temps passer. On perd la conscience d'un temps au sens d'une durée. Le temps, on l'oublie, limite. Ce qui fait qu'après coup, on a l'impression que le temps est passé en un éclair. Mais justement, s'il y a déformation du temps, que l'on sait qu'on peut rentrer dans cet état, et que donc on peut ne plus avoir la notion du temps, mais qu'on est quand même soumis de par notre passion et de par le défi qui n'est ni trop grand, ni trop facile, eh bien on est clairement sur une illusion. Une illusion qui est une puissance de faux finalement. Donc au final, la passion ne peut pas être sans illusion. Et elle a créé une sorte de classification des échelles de perception. Alors il y a la proto-représentation des mollusques, c'est pas très précis, je vous l'accorde. La proto-représentation catégorisante des araignées par exemple. Et enfin, la représentation détachée des mammifères supérieurs dont le système nerveux est bien plus complexe que les autres. Voilà. Avant tout, j'aimerais pas dire qu'ils sont supérieurs. Ils sont plus complexes. Je trouve que c'est très différent et qu'il faut faire la distinction. Ils sont différents de nous. Complexe ne veut pas dire supérieur. Jusque-là, on est d'accord. Mais vous savez pourquoi on a des échelles de perception ? Eh bien parce que l'on perçoit selon les conditions qui sont favorables à notre survie. D'ailleurs, il y a des choses donc que tu vas percevoir et que d'autres ne vont pas percevoir. Et inversement, il y a des choses que tu ne vas pas percevoir que d'autres vont percevoir. Et j'irai même encore plus loin, c'est que si tu percevais réellement tout dans le monde,
eh bien en fait tu ne verrais plus rien. Tu serais écrasé par la quantité d'informations limite infinie. Prenons pour exemple le bleu et le jaune. Imagine que tu le mélanges. Ça crée du vert. Mais ce que tu vois, ce n'est qu'une simplification. Le vert, c'est simplement la simplification de tous les petits points, de tous les petits pigments de jaune et de bleu. Tu ne vois pas forcément tous ces pigments, sinon tu serais écrasé par la quantité d'informations et surtout ton cerveau le simplifie en un vert. Donc au final, on voit que tu ne perçois pas tout. Et donc peut-on parler de réalité ? Peut-on parler vraiment de tout ce que tu vois, ce à quoi tu penses, ce à quoi tu es soumis? Est-ce que c'est réellement réel? Est-ce que c'est réellement vrai, puisque tu ne perçois pas tout? D'ailleurs, au final, pourquoi ton échelle de perception serait forcément plus fausse ou plus vraie qu'une échelle de perception plus précis ou moins précis? Ils sont simplement différents. Et alors oui, il y en a des plus complexes, des plus précis. D'autres qui voient beaucoup plus en largeur, d'autres qui voient beaucoup plus en profondeur. Tout est différent, il n'y a pas de réalité même. Et donc au final, la réalité elle-même n'est qu'illusion. Donc la question de la passion, crée-t-elle l'illusion, change du tout au tout. Est-ce que la passion est une illusion? Oui, mais j'irai même plus loin. C'est qu'au final, la passion intensifie, exalte l'illusion qui est déjà présente dans la réalité. Écoutez, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, hein, voilà. Moi, ça m'a beaucoup plu de la faire, j'espère que ça vous fait réfléchir, que je n'ai fait que 2 vidéos, mais j'espère qu'en tout cas, pour le peu de personnes qui le regardent, ça vous plaît. Et on se retrouve pour la prochaine fois pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, la prochaine vidéo sera sûrement très longue, hein, voilà, mais très complexe, et ce sera d'ailleurs, je préviens, sous forme d'audio, parce que voilà, c'est quelque chose qui est vraiment passionnant, et faut que vous soyez tranquille en fait pour la regarder, et pas que vous commenciez à justement la regarder pour le divertissement, voilà. Et je l'ai mis sous forme d'audio puisque je pense que la réflexion et les idées ne se voient pas, elles s'écoutent et elles se pensent.